Salut les développeurs, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée. Aujourd'hui on se retrouve pour la troisième vidéo, le troisième épisode de notre petite série sur l'utilisation de l'IA en tant que dev. Et le sujet du jour, ce sera le contexte. Cette vidéo c'est vraiment la suite de la vidéo que j'avais faite sur le rôle. Donc c'est vraiment important que vous regardiez d'abord la vidéo sur le rôle pour pouvoir comprendre pourquoi on peut utiliser ensuite le contexte pour aller encore plus loin. Alors le problème sur lequel on va se baser aujourd'hui, c'est que dans notre travail, on va nous demander par exemple de développer une fonction qui prend un tableau de nombres et qui va supprimer tous les nombres qui sont dupliqués, qui existent en plus d'un exemplaire. Donc on va faire les choses bien et on va de suite définir un rôle. Donc ce rôle-là, il va être utilisé dans les différents exercices que je vais vous présenter. Ce sera toujours exactement le même mot pour mot et c'est le suivant: tu es développeur front-end senior avec 10 ans d'expérience. Tu as des compétences dans l'architecture et la conception de projets web. Je souhaite que tu m'aides lors de mes développements sur un projet en Next.js en me fournissant des réponses à mes questions. Peux-tu écrire oui si ton rôle est clair, et sinon, peux-tu me poser des questions pour obtenir les informations manquantes? Donc là, il m'a répondu oui, et là, je vais donc lui demander, j'ai besoin d'une fonction qui prend un tableau de nombres en entrée et qui renvoie un nouveau tableau de nombres, mais en ayant supprimé toute duplication. Le nouveau tableau ne doit donc pas contenir deux fois le même nombre. Donc là, je passe directement du rôle à l'exposé de mon problème. Je n'utilise pas encore de contexte et ça nous permettra de comparer les réponses par la suite avec l'utilisation d'un contexte. Donc là, je clique sur Entrée pour qu'il me génère la réponse. Il me dit que bien sûr il peut m'aider, et là comme on peut s'en douter, à notre époque en JavaScript, on utilise forcément set pour résoudre ce genre de problème. Aujourd'hui c'est un exercice vraiment très facile à résoudre, et il nous présente donc la définition de la fonction, et ensuite des exemples d'utilisation concrets. Et là pour moi j'ai un problème, j'ai même plusieurs problèmes par rapport à ça, c'est qu'en fait ChatGPT, et même vous encore une fois, vous-même qui regardez cette vidéo, vous ne pouvez pas être au courant des éléments que j'ai moi en tête pour répondre à certaines exigences qui sont liées à mon projet, et donc ni ChatGPT ni même vous-même ne pouviez savoir qu'en fait je suis sur un projet qui utilise TypeScript déjà premièrement, ensuite sur un projet où on cherche à avoir un code coverage à 100%, et donc il faut obligatoirement avoir une suite de tests qui va accompagner cette fonction, et en plus, troisième critère, on a une philosophie qui dit quand une fonction existe déjà dans une librairie qui a fait ses preuves, on va préférer utiliser une fonction d'une librairie plutôt que de créer soi-même une fonction. Donc là, concrètement, la réponse de ChatGPT, elle est bonne dans l'absolu, mais dans mon contexte, elle est absolument à côté de la plaque. Ça ne va pas du tout. Et encore une fois, ce n'est pas pour blâmer ChatGPT. ChatGPT m'a donné une très bonne réponse, mais c'est ma faute à moi, en fait. Je lui ai pas donné des éléments de contexte qui lui permettent de me donner une bonne réponse. Donc là, j'ai ouvert un deuxième chat où j'ai déjà préparé le rôle. On voit d'ailleurs que ici, il va pas juste dire oui, il va lui dire oui, mon rôle est clair. Il est un petit peu plus sympa sur ce chat-là. ChatGPT, il n'est pas idempotent, il va pas vous donner forcément tout le temps la même réponse. Et il y a une part, entre guillemets, de hasard et c'est de la probabilité, mais c'est des probabilités qui ne sont pas figées. Il n'y a pas, à ma connaissance, dans ChatGPT, en tout cas cette interface, de moyen de lui donner, entre guillemets, un grain de sel qui nous permet de nous assurer que à une entrée donnée, il va nous retourner une sortie toujours la même. Donc là, on est sur un ChatGPT qui a l'air un petit peu plus sympa, et là, je vais lui donner un premier élément de contexte qui est le projet sur lequel je travaille utilise TypeScript. Donc on voit que j'applique le même procédé que pour le rôle, c'est-à-dire que je veux vraiment décomposer ça. Dans un premier temps, je lui déclare le rôle, je lui demande oui, et là je lui déclare mon contexte et je lui demande est-ce que c'est clair, oui ou non. On en parlera à la fin de la vidéo sur ce découpage. Donc là je vais lui faire valider mon contexte, et il me dit que oui c'est clair. Si jamais pour lui c'était pas assez clair, bon c'est très léger, hein, mais il aurait pu dire j'ai besoin d'un peu plus d'informations, je te fournis une liste de questions, tu vas m'y répondre pour que je puisse un peu mieux savoir comment te répondre. Donc là pour l'instant ça lui convient, et donc on va lui reposer exactement la même question que tout à l'heure, qui est donc j'ai besoin d'une fonction. Forcément il a pris en compte que je travaillais sur un projet en TypeScript, et donc on va avoir exactement le même résultat mais avec les petits typages en plus. Alors dans cet exemple vous allez me dire oui mais j'aurais pu dire que je travaille sur un projet TypeScript directement au niveau du rôle. Tout à fait, mais il existe des cas où vous allez avoir un rôle très précis qui fait un joli petit pavé, et ensuite un contexte très précis qui fait aussi un autre joli petit pavé, et dans ces cas-là, c'est quand même un petit peu mieux de découper ce genre d'informations que vous allez lui donner pour les faire valider étape par étape. Ici, j'ouvre ensuite un troisième chat où je vais avoir exactement le même rôle mot pour mot, et on voit qu'il est encore un petit peu plus verbeux sur celui-là. Ensuite, je vais lui dire un élément de contexte supplémentaire, donc toujours TypeScript, mais nous développons toute fonction en test-driven development avec Jest. Donc, toute réponse que tu me donneras devra obligatoirement présenter aussi une suite de tests. Alors là, je vous lâche une petite info qui est assez importante.
J'ai remarqué que si je lui dis juste dans notre équipe, on travaille en TDD et que tout doit être testé, ça va pas forcément l'encourager assez à me délivrer une suite de tests. Donc là, j'utilise un peu un mode impératif où je vais lui dire toute réponse que tu me donneras devra obligatoirement présenter aussi une suite de tests. C'est une manière de m'assurer de sa réponse et d'éviter de lui demander après coup « Eh mince, tu as oublié la suite de tests, est-ce que tu peux me les filer ?» Donc là, je fais valider ce contexte. Il est très gentil, il me dit que c'est d'accord et je vais lui reposer exactement la même question. Et là, je m'attends à avoir du coup une réponse avec TypeScript et avec les tests. Et donc ça y est, il a bien avancé sur la réponse, on voit qu'effectivement il a utilisé une fonction avec un typage TypeScript, c'est parfait, il a utilisé toujours la même réponse, allez, ce problème est tellement facile à régler avec Set que quel que soit le nombre d'essais que j'essaye de lancer sur ce problème, il utilise toujours la même réponse, même s'il y a d'autres façons de régler ce problème. Et là, cerise sur le gâteau, j'ai bien des petits tests avec Jest. Alors j'étudie rapidement le type de test qu'il me fournit, et ça a l'air vraiment pas mal. Donc on pourra aller plus loin, et surtout ma spec elle est pas très précise, par exemple, est-ce qu'on souhaite conserver l'ordre, comment on gère l'ordre, est-ce que c'est le dernier élément qui doit être gardé par rapport au premier dans le cas des duplications, bref, il y a quand même un flou sur ma spec, mais en tout cas, d'une manière générale, c'est une bonne réponse par rapport à, en tout cas, ce que moi je lui ai donné comme spec. Maintenant, j'aimerais vous donner un dernier exemple de limitation qu'on pourrait avoir sur le contexte. Alors, j'ai déjà fait un test et ça n'a pas fonctionné et j'aimerais partager ça avec vous. Donc là, je lui ai donné exactement le même rôle. Et là, c'est le même contexte qu'avant, j'ai juste rajouté une ligne. De plus, à chaque fois qu'il existe déjà une librairie externe pour régler ce problème, tu préféreras utiliser cette librairie plutôt que de créer une nouvelle fonction. Donc là, je vais lui faire valider ça, et donc là, on est censé se dire, bon, vu qu'il existe déjà des librairies comme Lodash qui peuvent régler facilement le problème d'unicité dans un tableau, il n'est pas censé, du coup, me proposer de créer une fonction. Et on va voir qu'en fait, après quelques tests, et donc là, on voit que malgré le fait que je lui ai demandé de gérer ce problème avec une librairie externe dès que c'était possible, au tout début, j'avais tendance à écrire ici « Créez-moi une fonction » et j'avais changé avec « J'ai besoin d'une fonction » pour essayer de l'inciter un peu plus à utiliser une librairie externe. Et malgré tout, on remarque qu'il me donne exactement le même type de réponse que juste avant, ce qui ne répond pas à l'ensemble de mon contexte. Donc tout ça pour vous dire que même si vous travaillez un contexte, un rôle vraiment très précis, des fois vous allez être obligé d'appliquer une autre solution, et l'autre solution c'est tout simplement de itérer dans la conversation. C'est fait pour ça, ChatGPT c'est fait pour discuter avec lui après tout. C'est pas grave, vous avez perdu un message que vous envoyez à chat, et vous avez perdu un petit peu de temps, mais néanmoins vous allez voir que si je lui dis par exemple est-ce qu'il n'existe pas déjà une librairie qui peut régler ce problème? Là, forcément, il va me dire que oui, il existe plusieurs librairies JavaScript qui peuvent m'aider à supprimer les doublons. Il est vraiment un amour puisqu'il me propose le choix. Dans ce chat-là, il va me proposer plusieurs solutions, donc notamment avec Lodash et Unique, et avec Ramda.unique. Donc un bon contexte, c'est toujours un plus, mais c'est pas toujours infaillible, donc des fois vous n'aurez pas le choix que de continuer à discuter avec lui. Alors ici, une question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi avoir vraiment découpé ça en 3 étapes, avec à chaque fois une validation. J'ai quand même perdu 1, 2 et 3 messages. Bon, en vérité, j'ai perdu 2 messages parce que j'aurais pu regrouper 1, 2 et 3 en un seul. C'est tout à fait valide, je pense que vous pouvez le tenter la plupart du temps, tant que vous n'avez pas un contexte et un rôle extrêmement important, et surtout si vous pensez utiliser ChatGPT assez intensément pendant une période de temps courte pour économiser quelques messages. Néanmoins, j'ai l'impression que quand on découpe le rôle et le contexte en étapes séparées, on a quand même de meilleures performances, et surtout, moi ça m'est déjà arrivé que ChatGPT me dise « j'ai besoin que tu me répondes à quelques questions pour préciser ton contexte ou pour préciser ton rôle », et là du coup c'est vraiment de la valeur ajoutée de la part de ChatGPT, parce que les réponses que j'ai eues ont permis de vraiment me creuser la tête et de penser à des choses que j'avais vraiment pas pensé au premier abord. Mais je dois avouer que la plupart du temps, il me répond juste oui. Ensuite, vous pouvez me dire, c'est fastidieux de définir à chaque fois le rôle et le contexte. Des fois, on a envie de gagner du temps, et vous avez parfaitement raison. Et c'est pour ça que ChatGPT a créé ce qu'on appelle la création de GPTs, et je vais essayer de vous présenter ça dans la prochaine vidéo, et on va pouvoir gagner un temps monstre à chaque fois qu'on va avoir ce genre de demandes qui ont grosso modo tout le temps le même rôle et le même contexte. Et donc je vous dis à bientôt pour cette nouvelle vidéo qui devrait vous permettre de gagner pas mal de temps. Salut!